Christophe Miette, commandant de police, délégué national de la police judiciaire au syndicat des cadres et de sécurité intérieure, répond à vos questions. Didier Charpin. Christophe Miette, bonjour. Bonjour. La traque se poursuit pour essayer de retrouver la trace de Mohamed Amra et du commando qui a frappé mardi matin. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, affirme hier matin, je cite, « Où il se trouvera, on le trouvera ». Vous partagez la même certitude ? Oui, tout à fait. La traque se poursuit avec une détermination totale des enquêteurs qui sont sur ce dossier. Car là, il s'agit aussi, que ça soit police ou justice, d'enquêteurs qui sont meurtris également, puisqu'on a touché à des représentants de la République et de façon froide, des représentants qui ont été abattus. Il n'y a pas de mot pour le qualifier, de façon déterminée par un commando meurtrier. Donc, une détermination totale et ils seront retrouvés. Deux hommes qui habitaient ici dans le Calvados, l'un à Thury-Harcourt, l'autre à Blangy-le-Château. Ils sont introuvables depuis 3 jours. Maintenant, c'est fugitif. Ça signifie que la fuite était très bien préparée. La fuite était très bien préparée, de même que l'attaque, l'intervention avec véhicule bélier. On a pu voir un sang-froid à toute épreuve. La seule erreur qu'ils ont commis, c'est le véhicule bélier qui a servi à neutraliser le fourgon cellulaire. On s'aperçoit sur les vidéos que ces individus ont tenté de le faire brûler. Manque de bol pour eux, heureusement pour nous, ça nous fournit et ça va nous fournir énormément de preuves, dont de l'ADN, je souhaite, et des études sont en cours pour voir ces erreurs qui ont été commises et les erreurs qui vont être commises tout au long de la traque. Ça signifie que des prélèvements ADN ont été réalisés dans le véhicule. On est en train de comparer pour identifier les membres du commando. Oui, tout à fait. La traque s'effectue sous plusieurs angles. Vous avez la traque, la preuve au microscope, c'est toute la scientifique, avec la police technique scientifique qui est à l'œuvre, très compétente au niveau français. Alors ça va être des recherches d'ADN, de comparaison, ça va être peut-être qu'on va retrouver des cheveux, des cils, de la sueur dans ce véhicule qui vont nous apporter des éléments tangibles pour identifier ces individus. La traque se fait également avec des renseignements beaucoup plus classiques, ça va être les sources, les tontons, avec, je n'en doute pas, des prisonniers qui vont vouloir bénéficier peut-être d'atténuation de peine ou autre, et qui vont se mettre à parler aussi. Ça, c'est un travail de renseignement qui est essentiel pour des enquêtes. Et aussi, on va suivre tout ce qui est numérique. On s'est aperçu que des véhicules ont été volés, donc peut-être il y a un parcours GPS de ces véhicules. Sur les lieux de vol de ces véhicules, il y a peut-être des témoins. Ça va nous permettre d'identifier. Il y a du balisage téléphonique ou de la vidéo qui vont travailler, et c'est tous ces faisceaux d'indices qui vont être réunis, qui vont nous permettre de neutraliser ces individus. Vous parlez de téléphone, justement, un appareil a été retrouvé dans la cellule de Mohamed Amra, à la prison d'Évreux. Ça aussi, c'est une chance ou une imprudence de sa part ? Tout élément est positif de notre côté. Vous savez, actuellement, les prisons sont de véritables standards téléphoniques. C'est des services après-vente du crime. Je ne jette pas la faute aux agents pénitentiaires, mais c'est le manque de moyens qui fait cruellement défaut à la justice et à la police. Donc oui, tous ces éléments-là vont nous servir pour pouvoir travailler. Mohamed Amra a un lourd casier judiciaire, mais aucune condamnation pour trafic de drogue. Est-ce qu'on peut dire de façon certaine qu'il s'agit là d'une enquête dans les milieux du narcotrafic ? Oui, le narcotrafic tel qu'on pouvait l'entendre dans les années 80, 90 ou 2000, avec des grosses pointures qui ne gèrent que ça. Ça existe encore, mais en tant que c'est bien fini. Maintenant, nous avons de jeunes générations qui sont, multicartes du crime, qui cherchent à tout prix de l'argent facile et très rapidement. Donc oui, on peut dire que nous sommes dans ce milieu-là. Vous savez, quand vous avez un quartier, chaque point de deal qui rapporte entre 10 voire 80 000 euros jour, on peut dire que les sommes sont considérables, même pour des petites zones géographiques. Donc oui, cet individu fait partie de trafic de stupéfiants. Selon certains spécialistes, le narcotrafic ferait vivre directement ou indirectement environ 240 000 personnes en France. On observe cette violence extrême autour des points de deal, cette violence extrême, vous avez parlé d'exécution au péage d'Incarville. Est-ce que ces narcotrafiquants sont prêts à tout ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec des méthodes qu'on voyait par exemple dans des pays d'Amérique du Sud, en Colombie, au Mexique ?
Oui, nous avons énormément d'argent qui est en jeu. C'est un business pour eux comme un autre commerce banal, comme si vous tenez un magasin de fruits et légumes. Pour nous, qui honnêtes citoyens, c'est des enjeux considérables. Donc oui, on peut faire quelques comparaisons. La seule différence, nous sommes en Europe, nous sommes quand même un petit peu plus protégés que dans des États comme l'Amérique du Sud. Là, je pensais en Équateur, où il y a carrément des gangs qui essaient de prendre le pouvoir. Nous n'en sommes pas encore là en France. Nous constatons quelques dérives au niveau européen. Nous l'avons vu avec les Pays-Bas ou la Belgique, avec des tentatives de meurtre ou d'enlèvement. Maintenant, il ne faut pas que cette dérive se banalise au niveau de la France et gangrène notre pays. Merci Christophe Miette. Je rappelle que vous êtes commandant de police, délégué national de la police judiciaire au syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous étiez ce matin notre invité France Bleu Normandie. Bonne journée. Merci à vous, au revoir.